Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez été un homme de radio des deux côtés du micro avant de vous consacrer à d'autres grilles que celles des programmes, des grilles derrière lesquelles dorment les coupables des polars que vous écrivez. Bonjour Jacques Expert. Bonjour, alors, bien vu. Vous avez une vie très, très forte avec plein d'activités qu'on va évoquer. C'est le principe des clés d'une vie sur Sud Radio. Vous sortez un nouveau roman, Le Grand Test. Je crois que c'est votre 14e roman. Bien compté, c'est le 14e. C'est mon 21e livre, mais mon 14e roman. Vous êtes devenu un spécialiste du polar français. Et avant de raconter vos enquêtes dans ce livre, on va enquêter sur vous à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, Jacques Expert, c'est le 15 mars 1982. C'est la sortie de votre premier livre qui s'appelle Une histoire du football martiniquais en 2 tomes que vous signez avec Christian Cabrera. Bien vu, bien cherché. En revanche, vous trompez sur le titre. C'était la grande histoire du football martiniquais. Exact, oui, la grande histoire en 2 tomes. En 2 tomes, exactement. Parce que finalement, cette équipe est totalement méconnue. Ah oui, là, ça. En fait, c'est un... je suis parti à 21 ans en Martinique. Oui. Un peu par un coup de hasard. Enfin, ça serait un peu compliqué. On va raconter ça. On pourra le raconter. Et je suis resté 4 ans en Martinique. Et mon premier boulot, c'était une petite radio. C'était Radio Caraïbes International, qui était la première radio, d'ailleurs, malgré tout, de Martinique et de Guadeloupe. Qui a été créée en 49 et qui a ensuite changé d'actionnaire en 60 et quelques. Oui, et parmi les premiers animateurs dans les années 60, il y avait Maryse et Jean-Michel Lelio. Exactement. Ouais, et donc qui faisait partie de l'histoire de cette radio. Moi, j'étais à la renaissance de cette radio. J'étais commentateur des matchs de football du samedi, du dimanche après-midi, du championnat de la Martinique. Et un éditeur local qui s'appelait Desormeaux avait demandé à Christian Cabrera, qui était donc mon avec lequel je commentais le football, qui était un Antillais, d'écrire cette histoire du football martiniquais. Et c'est effectivement, on pouvait dire qu'il se vend, c'est un grand livre un peu avec beaucoup de photos, heureusement, malgré tout, pour les 2 tomes, et qui se vendait au porte-à-porte, en fait. Et Christian Cabrera a été animateur des sports et des journalistes sportifs pendant 40 ans à Radio Caraïbes. Et ce livre, vous racontez, c'est un championnat qui existe depuis 1919. Donc oui, depuis très longtemps. Si vous voulez, c'est ça la particularité des îles, c'est qu'elles ont leur propre vie, qui est à la fois politique, sociale, économique et sportive. Et donc il y a des stars sur place qui ont jamais fait carrière en France. L'un des rares à l'époque, c'était Jean Vion qui jouait à Saint-Étienne, et après Marius Trésor, le Guadeloupéen qui jouait à Marseille, à Bordeaux, etc. Mais sinon, il y avait de grandes stars locales qui sont restées que des stars locales. Et c'est ça qu'on a raconté, c'est-à-dire avec l'histoire. C'était une sorte d'encyclopédie du football. Et le tome 2 commençait, je crois, quand la Coupe de France a été possible pour le club martiniquais, ce qui n'était pas évident avant. Ben oui, parce que l'éloignement fait que maintenant les clubs d'outre-mer, des territoires et des départements d'outre-mer participent avec pas beaucoup de succès. La preuve, c'est que ce week-end, il y avait 2 clubs martiniquais, un club martiniquais qui était engagé et qui a rencontré Lille et qui a été battu 12-0, vous voyez. C'est pas terrible. En 32e de finale de la Coupe de France. Alors, ça a été quand même 4 années de rêve entre soleil et sport. C'était... Oui, 4 années. Après, c'était mon premier boulot. C'était de super années parce que d'abord, c'était effectivement, il faisait du soleil, il faisait beau, etc. Et puis quand c'est un premier boulot, puis c'était une liberté totale. C'était fabuleux. Moi, je découvrais la radio. Je n'avais même pas l'ambition d'être journaliste au départ. Et le hasard a voulu que je devienne journaliste à Radio Caraïbes. Et ensuite, la carrière, ma vie s'est enchaînée derrière. Mais c'est vrai que c'était... Et quand je suis rentré au bout de 4 ans, la question s'est posée pour moi, est-ce que je reste ? Parce que la vie est trop belle là-bas, ou est-ce que je pars ? Et ça a été vraiment, comme on dit, un grand coup de pied aux fesses pour que je rentre, parce que ça a été un effort terrible pour moi de rentrer. Et j'ai eu la chance. Et quand je suis rentré, j'ai rencontré un homme qui s'appelait Jean-Pierre Farkas. On va en parler justement. Mais j'en reviens à la Martinique parce que c'est une époque où finalement il y avait très peu de touristes. Il n'y avait pas les flots de touristes d'aujourd'hui. Non, il y avait ce qu'on appelait la Pointe du Bout, où il y avait quelques hôtels, mais c'était pas le tourisme de masse qu'aujourd'hui. C'était c'est les années 80, c'est pas si vieux que ça. Enfin, il y avait évidemment des touristes, etc., mais c'était pas les masses de touristes qu'il y a aujourd'hui. C'était, je sais pas comment dire, la vie était extrêmement agréable. Juste à propos de ce livre, pour la petite anecdote, qui montre que le communautarisme déjà existait.
c'est que j'ai eu la visite un après-midi où je travaillais sur ce livre-là, de deux indépendantistes qui ont dit « Jacques, t'as pas le droit d'écrire. Ce livre sur notre histoire, toi t'es métropolitain, et si tu continues à écrire, tu vas rentrer à la rame en France, parce qu'ils n'étaient pas en métropole. Ouais. Et heureusement, le Christian Cabera, dont vous parliez tout à l'heure, m'avait arrangé le coup. Et donc le livre avait pu se faire. Et parmi les deux qui étaient venus me voir, il y avait le père d'Audrey Pulvar. En plus, voilà. Qui était syndicaliste et indépendantiste. Alors, il faut savoir quand même que la France est représentée à la Martinique, puisque l'un des monuments les plus visités, c'est une réplique du Sacré-Cœur au 5e, qui est en face de Fort-de-France. Oui, que ce qui est un quartier qui s'appelle Balata. D'ailleurs, cette église est peu visitée parce que c'est déjà le début de la forêt tropicale à l'intérieur des terres. Et d'ailleurs, moi j'habitais quasiment à 500 mètres de cette église, vraiment à l'écart, qui est totalement perdue, qui est une toute petite réplique, enfin même parce que évidemment c'est énorme ce qu'il y a à Paris, mais là-bas l'église est assez importante malgré tout, mais qui est totalement perdue à l'écart de tout. Et elle a été érigée en 1915 pour faire face à l'afflux de réfugiés qui fuyaient les villes touchées par une éruption de la montagne Pelée. Voilà, c'est ça, sûrement. Vous en savez plus que moi, ça j'ignorais ce détail. Oui. Alors à la Martinique aussi, à cette époque, en France, on la connaît par une chanson. À la Martinique, c'est ça qui est chic, pas de gants blancs de Mérinique. Alors c'est Maurice Chevalier qui la chante, en hommage à Mayol, qui avait été le créateur de cette chanson et qui était un de ses maîtres. Ah d'accord, je voyais. Parce que finalement à l'époque... J'ai bien fait de venir, j'apprends plein de choses. Alors c'est quand même une île où vous êtes arrivé, je crois, par le tuyau d'un copain, Jacques Expert. Vous savez, alors il faut revenir encore en arrière, à l'âge de 17 ans, où avec ce copain, on voulait faire connaissance du monde. Oui. Notre ambition, c'était de faire connaissance du monde. Donc on est parti en Afrique, on a fait un film sur le pays d'Ogon, moi j'avais 17 ans, je venais d'avoir mon bac, et qu'on a présenté, c'était pas encore la qualité de connaissance du monde, et on le présentait dans les foyers ruraux, dans les écoles, etc. J'ai travaillé en usine à la chaîne chez Le Sieur, et on a gagné suffisamment d'argent, pas beaucoup, mais suffisamment d'argent pour partir au Kurdistan. Oui. Et donc on a commencé un reportage sur le Kurdistan syrien, le Kurdistan irakien, et dans le Kurdistan iranien, on s'est fait attaquer par des bandits de grand chemin, comme on dit, et tout fait voler. Donc on a tout perdu. Je crois que c'est votre mère qui vous a rapatrié. Voilà, mais c'est ma mère et le père de copains qui ont payé le voyage retour parce qu'on n'avait plus rien. Donc on est resté assez longtemps sans recevoir d'argent, etc. Donc on vivait à crédit dans des restaurants. On avait pu se rapatrier vers Téhéran, des restaurants, des hôtels de Téhéran. On attendait que l'argent arrive. L'argent est arrivé quand je suis rentré. Ma famille a dit maintenant, fini les conneries. Maintenant tu vas faire une école, tu vas faire des écoles. Donc j'ai fait Subdeco Bordeaux. Je suis diplômé de Subdeco, et effectivement en sortant de Subdeco, en passant chez mon copain avec lequel on avait été volé donc au Kurdistan, il me montre une toute minuscule annonce qui est grande comme le pouce, qui était dans Le Monde. Il dit regarde, c'est marrant, il cherche des journalistes pour les Antilles. Je vais répondre. Lui n'a pas répondu, moi j'ai répondu, et le hasard a voulu que je sois pris. Et c'est vrai que cet instant presque magique et inattendu, parce que je voulais plus être journaliste, j'ai fait Subdeco, je voulais travailler dans le tourisme comme ça, a totalement été l'orientation de ma vie. Oui, mais en même temps, votre mère disait que depuis l'enfance, vous rêviez d'être journaliste, Jacques Expert. Oui, c'est vrai, mais quand la page a tourné, je pensais que la page avait été définitivement tournée, et elle s'est réouverte à cette occasion-là. Et c'est vrai que mon copain ne m'aurait pas montré cette annonce, on ne serait pas en train de discuter aujourd'hui. Votre mère, je crois, elle travaillait au magasin du Printemps à Bordeaux. Elle était vendeuse au Printemps, et moi... Je suis stupéfait par la qualité de votre... Ma mère était effectivement vendeuse au Printemps, mon père était garagiste, mes parents étaient séparés, et voilà. Il était garagiste, et je crois qu'il était maître nageur l'été, et il a soi-disant raconté Jacques Brel. Voilà, vous savez tout. C'est une histoire aussi qui a marqué mon enfance, qui était cette rencontre sur la plage, j'ai eu beaucoup, avec quelqu'un que tout le monde avait pris pour Jacques Brel. Il lui ressemblait physiquement ?
Il lui ressemblait, il était belge, et il avait une voiture décapotable, une voiture d'artiste, sauf que alors toute la plage a vécu pendant quelques jours en disant on est à côté de Jacques Brel, c'est formidable. Là je parle de la fin des années 60, ouais. Donc quand une vedette venait sur une plage, c'était une vedette, et mon père s'était approprié Jacques Brel, et personne n'avait le droit de l'appeler, de demander des autographes, de l'approcher, etc. Et il est parti sous les acclamations de la plage, quand même, dans de la poussière que sa Ford Mustang avait laissé derrière lui. Et il s'est avéré quelques jours plus tard que ce que tout le monde avait pensé être Jacques Brel n'était pas Jacques Brel, c'était juste un Belge qui ressemblait à Jacques Brel et qui avait qui a dû se demander lui-même pourquoi il était aussi bien reçu par ces Français sur la plage de Vieux-Boucau. Voilà, il y avait un indice quand même, il était avec ses 3 filles. Or Brel ne sortait jamais avec ses 3 filles, elles étaient à la maison avec la maman, et dès qu'il y en avait une qui travaillait mal, on l'envoyait on la menaçait de renvoi dans une école au fond de la Flandre. Voilà. En fait, ce qui est aujourd'hui, l'histoire tiendrait pas. C'est-à-dire, au bout de quelques ans, on dirait le type, on se moquerait de lui en disant regarde, il ressemble à Jacques Brel, il a une tête de cheval, et c'est pas Jacques Brel. Alors qu'en fait, il n'y avait pas les réseaux sociaux, rien, donc tout le monde a cru. Et tout le monde, c'est ça qui était fabuleux, c'est que tout le monde voulait que ce soit Jacques Brel. Même quand on a su que c'était pas Jacques Brel, la plage a continué à dire, et mon père le premier à dire regardez, j'étais avec mon copain Jacques Brel. Voilà. Ouais. Belle histoire. D'autres histoires, vous en avez vécu. Et il y a une date très importante dans votre vie, le 16 octobre 1984. A tout de suite sur Sud Radio avec Jacques Expert. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jacques Expert. Nous parlerons tout à l'heure du Grand Est, votre 14e roman chez Calman Lévy, un polar passionnant et passionné aussi, je suis sûr, dans l'écriture. Alors, on a parlé de vos débuts, de vos voyages, mais il y a eu une autre vie, celle d'un journaliste, et elle commence le 16 octobre 1984. Écoutez. L'épanche sur Valogne est un gros bourg paisible. Ce soir, tout est calme autour de la maison des parents. On passe devant, on C'est vous sur France Inter le 16 octobre 84 à 19h dans le Interactualité. Oui, présenté par Patrice Bertin. Oui. Et, ouais, là, vous vous en souvenez de ce nom. Et alors pourquoi je me suis retrouvé sur... Moi, je suis rentré à France Inter en mai 84. Et en octobre 84, il y a donc eu l'assassinat du petit Grégory. Et le correspondant de Radio France dans l'Est, qui s'appelait Christian Bex, a été appelé évidemment puisqu'il était à proximité géographique, c'était sa zone, et il a dit moi je me déplace pas pour les petites affaires. Il a tout compris. Lui. Je crois qu'il n'avait pas senti l'importance de l'événement, et le journaliste débutant qui passait dans le couloir à ce moment-là, la rédaction en chef l'a appelé, lui a dit Beck, tu ne veux pas y aller, c'est toi qui vas. Donc je suis parti de Paris, et je me souviens parfaitement de ce premier papier 19h. C'est qui explique aussi pourquoi, d'une certaine façon, aujourd'hui, je continue à écrire vite. Je me souviens, c'est à l'entrée de l'épanche de Sur-Vologne, le village de la famille Villemain, il y a une station-service. Donc j'avais roulé, et à 19h moins 5, j'avais pas enquêté, en fait. Et donc je vais à la station-service, et de Paris, il me raconte les dépêches AFP sur l'affaire. Et je demande à la station-service si je peux téléphoner. Ils me disent, bien sûr, vous pouvez téléphoner. Donc j'ai appelé et à 19h, j'ai fait l'ouverture du journal sans avoir rien vu, en fait. Mais en même temps, on téléphonait les papiers à l'époque, ce qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, Jacques Expert. Ah oui, puis trouver un téléphone, c'est quelque chose. Moi, c'est vraiment l'anecdote, peut-être qu'on en parlera, mais quand j'allais dans les pays de l'Est, quand j'étais correspondant, je me souviens, quand j'étais en Roumanie, etc., au fin fond, on passait des heures pour essayer d'avoir la ligne avec Paris. Et parfois, je me souviens même une fois, pendant que j'ai enfin la ligne, ah voilà, ah non, la ligne est mauvaise, tu nous rappelles. Quelle horreur. Ah oui, et donc j'ai passé... Et oui, c'est vrai qu'à l'époque, le téléphone était la priorité. La première chose à faire, c'était trouver un téléphone. C'était alors qu'aujourd'hui, avec les portables, moi, les premières fois où je me suis servi d'un portable, c'était en Irlande du Nord. Il y avait on pouvait acheter à l'époque des portables, enfin louer des portables à l'aéroport. Et il y avait une fusillade au moment des funérailles, dans le cimetière, et j'avais fait sans doute un des premiers papiers de l'histoire de la radio avec un téléphone portable depuis cette fusillade du Sinn Féin contre l'IRA. Alors, l'affaire Grégory, vous arrivez ce soir-là, vous faites votre papier, vous n'imaginez pas que ça va vous prendre quelques mois de votre vie. Oui, parce que
Oui, on n'imaginait pas que ça prenne autant de proportions et que quelque part ça a marqué ma vie malgré tout cette affaire et ça continue même quelque part à la marquer parce que le petit groupe de jeunes journalistes que nous formions à l'époque avec Laurence Lacour, Denis Robert, Jean-Charles Marchand, Olivier Darcourt, on était très très proches et aujourd'hui on est toujours resté il y a presque 40 ans maintenant, hein, ça sera le 40e anniversaire en octobre. On est restés toujours amis et liés. Ça crée une amitié puissante parce qu'on échangeait tout entre nous. Il n'y avait pas de rivalité. Laurence était Europe 1, Jean-Charles à RMC, moi à France Inter. Donc il pouvait y avoir une rivalité de radio. On pouvait garder ses infos. Au contraire, on échangeait et on enquêtait ensemble. Et ça crée une puissance amicale puissante. Et la puissance justement de l'affaire Grégory, vous avez commencé à la sentir. Vous avez vu que ça montait, qu'il y avait quelque chose qui se passait, Jacques Expert? Oui, forcément, parce que déjà, par la quantité de journalistes qu'il y avait, puis c'est pas non plus une affaire ordinaire. Hein. Quand on la résume, cette affaire, c'est un enfant qui est tué dans des conditions assez exceptionnelles, ligoté, jeté dans une rivière, une rivalité familiale puissante, ensuite l'assassinat de celui qui était Bernard Laroche, qui était toujours inculpé et considéré par Jean-Marie Villemain comme l'assassin de son fils, une mère qui a été inculpée de l'assassinat de son fils. Il y a des ingrédients incroyables à une histoire inimaginable. Donc effectivement, l'affaire Villemain, après, vous me demandez si c'est le début. Dès le début, on le sent que c'est une histoire qui va devenir aussi emblématique des erreurs de la justice, des erreurs des enquêteurs, etc. Non, la réponse est non. C'est-à-dire on le vit au quotidien et on sent monter petit à petit la pression médiatique sur cette affaire-là. Vous avez connu les protagonistes, vous les avez rencontrés, vous les avez vus? Oui, bah évidemment, forcément. C'est-à-dire, moi, je rencontre aussi bien Bernard Laroche que les Villemain. Et d'ailleurs, je suis toujours en relation lointaine, mais toujours en relation avec les Villemain, par exemple. C'est un peu idiot à dire, mais on a échangé nos vœux en ce début d'année. Ce qui est fou, c'est que encore aujourd'hui, on ne sait pas la vérité. Il y a eu en 2017 une technique, le stylométrie, qui a permis soi-disant d'identifier le corbeau, mais on ne saura sans doute jamais la vérité. C'est un peu ma conviction aussi. Je pense qu'on ne saura jamais véritablement la vérité. Moi, j'ai forcément une conviction qui est basée un peu sur des éléments objectifs. C'est que c'est Bernard Laroche, pour moi, qui a enlevé cet enfant. Est-ce que c'est Bernard Laroche qui a tué le petit Grégory? Ça, je n'ai pas la certitude. Et d'ailleurs, je pense que même les Villemain n'ont pas la certitude que c'est Laroche qui a tué leur fils. Ce qui est étonnant, c'est que même Netflix a été l'un des premiers à faire un documentaire et pas trash sur cette affaire. Oui, le documentaire était exceptionnel, vraiment de grande qualité, et qui a, je pense, révélé l'une des failles principales de cette affaire, c'est les errances judiciaires, les errances gendarmesques et policières, et qui a révélé aussi parce qu'il y a beaucoup d'affaires judiciaires qui ont pris des mauvaises routes, ne serait-ce que l'affaire du petit garçon qui a été enlevé, j'ai oublié son prénom, le petit gamin, enfin bref, peu importe, il y a toujours des erreurs, on sort de route, etc. Là, il y a eu des erreurs, on est sorti de route. En revanche, il y a eu dans cette affaire quelque chose que j'ai jamais connu, j'ai quand même été suffisamment longtemps journaliste, une sorte d'accord, même pas tacite, un accord entre un journaliste, un flic et un avocat pour faire tomber la mère, quitte à s'acharner sur elle avec de fausses informations. Alors, si vous êtes rentré à France Inter, c'est que vous avez été repéré sur une autre radio éphémère qui était Radio 7, Jacques Expert. Oui, quand je suis rentré des Antilles, j'ai travaillé à Radio 7, qui était en gros, entre guillemets, la radio jeune de Radio France. C'était une réponse de Radio France, de l'État, d'une certaine façon, à la poussée des radios libres. Donc, c'était une radio où il y avait un bon casting d'animateurs, et donc j'ai commencé là, et
Et c'est vrai que mon rêve, c'était plutôt d'être reporter, plutôt que de faire des flashs d'infos. Et je suis allé, j'avais pris rendez-vous avec le directeur de l'info qui s'appelait Jean-Pierre Farkas. Et un peu comme le pouce qui m'avait poussé aux Antilles, dont on parlait tout à l'heure, là j'ai eu un coup de pouce, c'est-à-dire j'attendais mon tour. J'ai parlé avec Jean-Pierre Farkas. Et à la fin de notre entretien, il m'a dit, voyez, celui qui vient de sortir a démissionné, vous avez la place. C'est encore un coup de chance. Un coup de chance, mais vous savez, la vie... je ne sais pas si je suis bon écrivain, mais j'ai été bon journaliste, même bon reporter. Et je pense qu'il y a un truc qui m'a toujours accompagné dans ma vie de reporter, c'est la chance. Je ne sais pas qui disait, un bon reporter, a de la chance. Et je vais vous donner un exemple parmi tout plein, c'est j'ai couvert en Colombie l'éruption du Nevado del Ruiz, qui est cette montagne, enfin cette coulée de boue dans une vallée qui a tué des dizaines de milliers de personnes. C'est un des reportages parmi les plus terribles que j'ai pu faire. Et ma chance, c'est, alors que tous les journalistes étaient rentrés dans la vallée, donc j'avais perdu beaucoup de temps, moi j'ai dit on va trouver un téléphone. Il y avait un téléphone, on a eu la chance, on est tombé un téléphone qui marchait dans la vallée. Il y avait des centaines de gens qui attendaient pour téléphoner à leur famille, pour dire on est vivant, etc. Et les gens m'ont laissé passer. Donc je suis passé devant plusieurs centaines de personnes et j'ai fait en direct le journal de 13 heures, je me souviens. Depuis, et ça c'est un coup de chance, quoi, parce que le hasard a voulu qu'il y avait un téléphone et que par hasard on tombe sur le village où il y avait ce téléphone. Et ce serait plus possible aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui pour être journaliste il faut faire une école, alors que vous n'avez jamais fait d'école, vous avez appris le métier sur le terrain. Oui, je pense que ça doit exister encore. Il n'y a pas de raison que je sois un cas unique, etc. Mais c'est vrai que j'appartiens à une génération où c'était plus facile, où le métier était moins stéréotypé, moins attendu, où personne ne rêvait de passer à la télévision. C'est un métier, je me suis éclaté. Franchement, après, ce qui ne veut pas dire que dans les métiers que j'ai fait après, je ne me sois pas éclaté. J'ai la chance quand même d'avoir jamais eu de mauvaises périodes, ça a toujours été super professionnellement, mais c'est vrai que le métier, la force du journaliste, et je pense que vous allez m'approuver quand je vais le dire, la chance du journaliste, c'est que, bon déjà je suis très curieux de nature, et la chance du journaliste, c'est que la carte de presse, d'une certaine façon, permet de passer en cuisine. Exactement. On sait comment le plat est fait, on ne se contente pas simplement de le manger. On peut le manger, mais d'abord on voit comment c'est fait. Et ça, c'est cette chance-là de passer de l'autre côté du comptoir est pour moi la plus belle des choses, parce qu'on rentre un peu dans le secret des choses. Et ça, c'est ce qui m'a toujours fasciné et intéressé dans ce métier. Et il y a eu d'autres grands moments, et on va en évoquer un dans quelques instants, à la date du 9 novembre 1989. A tout de suite sur Sud Radio avec Jacques Expert. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jacques Expert. Nous parlerons tout à l'heure du Grand Est, votre nouveau roman passionnant chez Calman Levy, un roman qu'on a du mal à lâcher jusqu'à la fin. Mais là, on revient à vos activités de journaliste. On a expliqué comment vous avez débuté avec l'affaire Grégory. Et puis, vous avez vécu un autre moment d'histoire, le 9 novembre 1989. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombe. Eh oui, la chute du mur de Berlin, là aussi, c'est un autre grand moment de votre carrière. Oui, j'ai ouvert le bureau de Radio France à Vienne pour en Europe centrale, pour m'occuper de l'Europe centrale. Donc au nord, ça allait à la Pologne, à l'est en Bulgarie, au sud de l'Albanie, la Yougoslavie, etc. J'avais une zone assez importante à couvrir. Et le Bellé, qui était le patron de l'info, était persuadé que les choses allaient bouger. Donc il a ouvert début 89 ce bureau à Vienne. Donc il m'a chargé d'en être le correspondant permanent. Et c'est vrai que il y a eu la chute du communisme dans les pays d'Europe centrale, et j'ai couvert toute cette période-là jusqu'à la guerre en Yougoslavie. En fait. Le mur de Berlin, en plus, aujourd'hui, on ne sait même pas comment ça s'est produit. On pense qu'il s'agit d'une erreur de transmission entre les protagonistes. Objectivement, j'ai pas la réponse à cette interrogation. Je pense que dans la vie, je pense qu'il y a des événements qui deviennent, qui s'enchaînent de façon favorable. Et c'est ce qui s'est passé, je pense. Alors, il y a peut-être une erreur de communication. Enfin, il y a souvent
Enfin, c'est souvent un grain de sable qui fait que la grande histoire peut se faire. Parfois, oui. Et on a enlevé un pan du mur ce jour-là, mais le mur a été totalement détruit 3 ans plus tard, en 1992. Oui, mais il n'en reste plus que, je crois que un petit pan quelque part. Il n'y a plus rien en fait du mur de Berlin, effectivement. C'est-à-dire en fait, après l'exode des Allemands de l'Est, n'a pas commencé avec la chute du mur. Il avait commencé quelques mois plus tard, quelques mois plus tard, au mois d'août, quand des flots d'Allemands de l'Est en Trabant sont passés par la Hongrie et l'Autriche pour aller à l'ouest. Donc il y avait une espèce de vent de chute du communisme à la fois et de fuite des Allemands de l'Est en Allemagne de l'Est, mais même de chute du communisme dans toutes ce qu'on appelait démocratie populaire. Moi, j'ai le sentiment de 2 choses, c'est qu'il y a eu dans cette région-là, il y a eu une grosse influence des services secrets allemands, je pense allemands de l'Ouest à l'époque, et avec un assentiment des Russes et de Gorbatchev. Alors, votre parcours, il a démarré dans les faits divers, avec l'affaire Grégory, mais vous êtes devenu correspondant dans le monde entier. Vous avez beaucoup voyagé, vous êtes devenu un baroudeur pour les reportages, Jacques Expert. Oui, on peut dire ça. C'est-à-dire, quand on est grand reporter, c'est pas forcément pour aller en reportage à la porte de la Villette, c'est plutôt pour c'est une caricature un peu de le dire, mais c'est vraiment l'appel à 22h le soir en disant on a pris un avion pour toi demain matin à 8h parce que tu pars à l'autre bout du monde. Et ça m'est arrivé pendant des années. Et c'est vrai que quand j'étais correspondant en Europe de l'Est, j'ai énormément voyagé de la Pologne, comme je disais, Bulgarie, l'Albanie. Enfin, j'ai eu 4 ans extrêmement chargés. Et juste pour l'anecdote, quand Bellé est parti, il était remplacé par Yvan Levaille. Et Levaille avait fait venir tous les correspondants étrangers à Paris. Il m'a pris à part, il m'a dit, donc là je parle de mai 89, il me dit Jacques, je suis embêté pour vous parce que on m'a dit que vous aimez le reportage, etc. Vous savez, vous allez vraiment vous ennuyer. Donc je ne peux pas vous faire rentrer, mais dans 1 an, vous allez me supplier pour rentrer, parce qu'il ne va rien se passer en Europe de l'Est. Oui. Je crois Yvan avait vraiment du pif à ce moment-là. Et voilà. Il y a quand même eu des moments très dangereux dans votre vie. Notamment, vous avez assuré à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, des reportages lorsqu'il y avait des manifestations importantes. Oui, bon, c'est pas l'endroit le plus dangereux. Moi, dans les quelques anecdotes un peu où vraiment ça aurait été assez compliqué, ça a été compliqué pour moi. J'ai 3 anecdotes. Une en Yougoslavie où on a été à 1 millimètre de sauter sur des mines. Vraiment, c'est un coup de chance incroyable qui nous a évité la catastrophe. Vous avez pu les éviter? On n'a pas pu l'éviter, on s'est arrêté à... Vous dire, on a légèrement ripé sur le bord d'un champ de mine et il serait resté des miettes de nous. Une autre fois où vraiment ça a été très très chaud, là où on a eu peur, c'était à Grenade, aux Antilles, où il y avait une révolution un peu d'opérette, mais avec des types qui fumaient des pétards longs comme le bras et qui nous ont arrêtés. On avait loué un petit avion en Martinique, qui nous ont arrêtés en nous accusant d'être des espions américains. On avait pour dire qu'on était français, etc. Ils étaient dans un tel état. Ils nous ont fait agenouiller, ils nous ont mis un pistolet sur la tempe. On a cru vraiment qu'on allait y passer et en fait ils ont tiré à côté en rigolant. Ouais. Et une 3e fois où ça a été aussi assez chaud, c'était à Gaza justement, où je m'étais aventuré tout seul et je me suis retrouvé sur une place bombardée de pierres. C'était le moment de l'intifada, donc ce qu'on appelait la guerre des pierres. La voiture est volée en éclats et vraiment je prenais des pierres, etc. Je risquais vraiment d'être lapidé quand soudain une voix s'est élevée et les gamins sont partis comme des moineaux. Je suis monté dans ma voiture, je me suis assis sur le verre et j'ai filé comme un dératé vers la frontière. À l'époque, on pouvait encore rentrer à Gaza. C'était pas comme ces dernières années où c'était impossible pour un journaliste étranger d'y rentrer. La chance, elle va jusque-là pour un journaliste, Jacques Expert. Oui, je pense que il y a une part de... Parce que là, notamment à Gaza, j'avais fait une erreur de débutant en fait.
j'étais rentré avec une voiture immatriculée en Israël, qui était quand même une erreur. J'étais rentré tout seul. Enfin, c'était une erreur idiote, quoi, parce qu'il me désignait vraiment. On avait beau coller, j'avais marqué presse sur la voiture, etc. C'était. Donc, oui, il y a une part de chance. Une part de chance. On ne peut pas dire. C'est vrai que le souvenir de cette arme braquée sur la tempe et tirée à côté, ça reste toujours des petits frissons dans la vie. Puis il y a eu un autre moment, mais beaucoup moins dangereux, mais qui vous a marqué, je crois, Jacques Expert, c'est le procès de Klaus Barbie. Oui, 3 mois à Lyon, qui est si vous voulez, ces procès qui sont très longs, c'est un peu des procès pleins et déliés. Il y a des moments qui sont assez ennuyeux et d'autres, notamment toutes les plaidoiries des avocats. Au bout d'un moment, je ne sais pas combien il y avait d'avocats, mais il y avait forcément des moments d'extrême tension, etc. Et on parle vous voyez, je vous raconte une petite anecdote qui quelque part a joué sur ma vie, sur le déroulement de ma vie. C'est que à la fin du procès, j'ai demandé à France Inter d'avoir un renfort pour les interviews de la fin du procès. Et à l'époque, il y avait un stagiaire qui s'appelait Emmanuel Chin. Oui. Et qui m'envoie, Emmanuel, qui était un stagiaire de l'ESSEC, en fait. Et donc, et je lui ai dit, mets-toi. Moi, je vais mettre au bas des marches du palais de justice, et toi, mets-toi dans la porte, si ça se trouve, il y a des gens qui vont sortir. Et le hasard a voulu que sorte par cette petite porte Maître Vergès, qui était le défenseur de Barbie. Et donc, il était un peu avant 20h, et Emmanuel était tout seul face à Vergès. Il a fait l'ouverture de tous les journaux de 20h en interviewant Vergès, alors que tout le monde l'attendait au pied des marches. Et ça a créé une amitié entre lui et moi. Et quand le poste de directeur des programmes de M6 s'est libéré, il a pensé à moi, il en a parlé à la direction d'M6 et c'est comme ça que j'ai été engagé, voilà. grâce à la petite porte du procès Barbie. Et le procès Barbie où finalement on s'est aperçu que si Barbie avait été retrouvée par Pitt et Serge Klarfeld, c'est parce qu'il avait laissé des empreintes digitales. Et c'est un rapport avec votre roman dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, je n'ai pas fait le rapport, mais effectivement c'est ça. Alors c'est vrai que vous avez, après ce journaliste, vous êtes rentré à la télévision, il y a eu Coyote, il y a eu M6, Paris Première et RTL, c'est une autre vie. Oui, alors il y a, si on a peu de temps, je peux raconter quelque chose. Bien sûr. C'est que vraiment, j'ai, pendant longtemps, j'ai donc vraiment beaucoup baroudé. Je parlais tout à l'heure du coup de fil de 22h. C'est pas juste une anecdote, ça régulièrement où j'étais grand reporter à France Inter. Donc il y avait un événement, il était pour moi, on était 2 ou 3 grands reporters. Et il y a une chose qui s'appelle le cul de plomb, qu'a parfaitement raconté Beuve-Méry, le fondateur du Monde. C'est quand le téléphone sonne à 22h, que vous n'avez pas envie de partir, que ça vous saoule, vous êtes fatigué. Parce que, vous savez, quand on est grand reporter, les premiers jours, on ne va pas à l'hôtel. Hein. On bosse comme un malade. Donc, et c'est quand le coup de plomb, c'est quand on n'a plus envie de partir. Donc une fois qu'on est parti, et ça va, hein, les choses roulent. Mais quand on sent, et moi j'étais atteint du phénomène du cul de plomb. C'est-à-dire j'avais plus la rage de partir, l'envie de partir. Et vous êtes retrouvé avec des missions, mais vraiment, vous avez fait Paris Première, et c'était les prémices de la télévision à l'époque. Moi, je suis resté 11 ans à la tête des programmes de Paris Première. Ça a été une époque formidable, l'époque de Paris Dernière, d'Ardisson, de Ça balance à Paris. Le nombre d'émissions qu'on a pu lancer, mais c'est inimaginable. S'il y avait une liberté totale. Et c'est une radio qui était déficitaire et qui appartenait à Suez. Oui. Voilà, excusez-moi, Suez. Et la patronne m'avait dit, Jacques, on perd de l'argent, entre 4 et 5 millions par an. Oui. C'est pas grave, continuons à perdre. C'était quand même génial, quoi. C'est autre chose. De travailler dans un truc où même le patron vous encourage à dépenser plus que ce qu'on gagnait. Et ça a été une période d'une richesse, d'une créativité incroyable. Franchement, j'ai adoré être patron à Paris Première. Si on fait la liste de toutes les émissions qu'on a pu lancer, mais c'est colossal, avec une créativité, une liberté totale. C'était une très grande chaîne. Vous avez vécu la transformation de la télévision d'aujourd'hui, Jacques Expert. Oui, je pense que donc il y a eu effectivement l'une des dates clés quand même, et là c'était 86 quand il y a eu la privatisation de TF1, etc. Enfin, ça a été une date importante, mais il y a une date à mon avis importante, c'est 2000. C'est le lancement de Love Story, qui à mon avis a fait basculer la télévision là où j'aimerais pas aller. Voilà.
c'est-à-dire vers cette télévision facile et dangereuse. C'est-à-dire, je pense que les conséquences, on mesure assez mal les conséquences de la télé-réalité sur la mentalité. Après, maintenant, ça s'accroît encore plus avec tous les réseaux sociaux, etc., qui me font peur, etc., notamment par l'anonymat. Mais je pense qu'il y a eu un tournant capital de la télé avec le lancement de Love Story et pas dans le bon sens. Je pense. Socialement, notamment. Ça, c'est le passé. L'avenir, ça a été les romans. Et on va en parler à travers une autre date, le 20 septembre 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Jacques Expert. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jacques Expert. On a parlé de votre vie de journaliste, de baroudeur, de directeur de chaîne de télévision. Et puis, vous êtes reconverti dans le roman. Et donc, le 20 septembre 2023 est sorti votre 14e roman, Le Grand Test, chez Calman Levy. C'est un polar où, pour identifier les criminels, les gendarmes vont employer un procédé assez rare, relever les empreintes de tous les habitants d'un village qui s'appelle Savenne-sur-Ner. Je crois qu'il est dans le Puy-de-Dôme, je crois. C'est dans Sologne, en fait. C'est un village qui n'existe pas, parce que comme le maire est un peu corrompu, etc., oui. J'avais pas envie d'avoir un procès, donc j'ai inventé le nom d'un village qui ressemble assez étrangement, qui ressemble plutôt à un village qui existe en Sologne, qui s'appelle Aubigny-sur-Ner. Donc c'est un peu, j'ai créé cette ambiance-là. Et Savenne, c'est un village de Puy-de-Dôme où il y a 1000 habitants. Oui, il y a un peu plus de 1000 habitants, c'est un village. Et la certitude des gendarmes, c'est que le criminel est dans la population. Voilà. Alors, c'est un industriel qui a été assassiné, un homme, qui est quand même pas très sympa, que tout le monde déteste, et on cherche le coupable, et le coupable est dans le village, et les empreintes digitales de tout le village, c'est quand même quelque chose de très rare, Jacques Expert. Oui, ça se fait pas régulièrement, mais ça se fait de temps en temps, ou notamment sur l'ADN. On a relevé, un peu comme les empreintes digitales, on a retrouvé de l'ADN sur une arme du crime. On ne trouve pas le coupable après avoir interrogé différents suspects qui ont été écartés de l'enquête. Et donc la seule solution, et notamment ce qui permet aussi d'écarter certaines pistes, c'est de faire passer les habitants un test ADN, etc. Là, c'est des empreintes digitales pour une raison très précise, c'est que je voulais que parmi les trois amis qui sont au départ de la mort de ce notable, je voulais qu'il y ait une fille. Et l'ADN féminin est différent de l'ADN masculin. Donc ça l'aurait écarté, elle, depuis le début. Donc c'est pour ça que j'ai choisi une empreinte digitale, parce qu'une empreinte digitale masculine peut être confondue avec une empreinte digitale féminine. Oui, il y a 3 coupables possibles, 3 jeunes qu'on appelle les 3 mousquetaires. Oui, 3 amis. 3 amis, et l'un d'eux est le coupable, et toute l'histoire va être basée là-dessus. Oui, parce que... si vous voulez, le roman se déroule en gros sur cette période où le village, où les habitants vont être appelés à donner leurs empreintes digitales. Et l'un des avantages aussi de l'empreinte digitale par rapport à l'ADN, c'est qu'on a le résultat tout de suite. On le compare tout de suite, et donc même s'il y en a beaucoup, il suffit de passer les empreintes digitales à l'ordinateur, alors que l'ADN, il faut plusieurs jours avant que les résultats soient connus. Donc ça m'intéressait plus aussi de l'immédiateté. Et donc on sait depuis le début que c'est l'un des 3 qui a tué. Mais parce qu'ils ont tous les 3 manipulé l'arme qui a tué, la barre de fer qui a tué le notable. Mais lequel a laissé ses empreintes, on ne sait pas. Donc c'est un grand test à la fois à l'échelle d'un village, mais c'est aussi un grand test ou un test sur l'amitié entre ces 3. On dit que l'amitié est capable d'affronter les pires tempêtes. Là, c'est une tempête énorme qui s'abat sur eux. Et est-ce que leur amitié va résister à cette tempête? C'est aussi l'une des questions de ce livre. D'autant plus que ces 3 copains ont de lourds secrets qui vont éveiller l'attention des enquêteurs. Voilà, c'est ça. Il y a un enquêteur évidemment un peu malin et observateur qui est attiré par ce trio et qui va focaliser son attention sur le trio. Et voilà, c'est aussi le roman avec, moi j'aime bien aussi dans mes livres qu'il y a un retournement de fin, et dans celui-là il y a aussi un retournement de fin inattendu, comme dans la plupart de mes romans. Alors la première mondiale dans le domaine des empreintes digitales, je me suis un peu renseigné, elle aurait eu lieu en 1892, et c'est un fonctionnaire de police argentin, Juan Vucetich, qui aurait fait la première empreinte digitale de l'histoire. Oui, mais
Je savais pas. Encore une fois, j'ai bien fait de venir. Parce qu'en fait, les empreintes digitales, c'est la police, les prémices de la police scientifique française, c'est la fin du 19e. Voilà. Et comment vous est venue cette idée de créer cet univers avec les empreintes digitales et ces jeunes? Comment vient une idée pour un polar? Je sais pas. Franchement, ça naît comme ça. Moi, des idées, j'ai en cours chez moi, sur mon ordinateur, une boîte à idées. Et chaque fois que j'ai une idée, je note. Et je pense que c'est après avoir vu un test ADN qui se peut passer dans un village en lisant un journal que j'ai dû me dire, tiens, là, il y a une base de départ. Après on mûrit l'histoire, on se dit, tiens, ça serait intéressant de confronter à ce test 3 personnes dont on sait que c'est l'un des 3, mais on ne sait pas lequel des 3, qui a peut-être en réalité un quatrième auteur. Enfin, tout ça mûrit petit à petit. Et après, comment les idées naissent, c'est parfois le hasard. Encore une fois, le hasard m'a bien servi. Je vais vous donner un exemple. Mon précédent roman s'appelait Le Carnet des rancunes. Et nous dînions chez un ancien grand flic qui... on n'était pas très nombreux, on était 6 ou 8 à table. Et il nous a montré, il a sorti un cahier à un moment, il a dit « Regardez, ça c'est mon cahier des rancunes et j'ai noté tous les noms des gens qui m'ont emmerdé pendant ma vie. » Donc il vaut mieux être emmerdé par Jacques Pessis ou Jacques Expert que par ce grand flic. On fait emmerder voilà. Et l'idée est comme ça, je l'ai appelé, après j'ai dit, est-ce que je peux te piquer ton idée pour écrire un roman? Ce ne sera pas l'histoire d'un flic qui a un cahier des rancunes, mais l'idée est comme ça, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas montré son cahier des rancunes au dessert de ce déjeuner, j'aurais jamais écrit Le Carnet des rancunes. Donc il y a à chaque fois une petite étincelle qui est le départ d'une histoire. Et ensuite, il n'y a pas de plan, vous avancez au jour le jour en vivant profondément cette histoire, Jacques Expert. Oui, c'est-à-dire... J'ai fait 13 polars et un roman. Donc pour le roman, c'est un peu différent, mais pour les polars, j'ai 2 caractéristiques. Encore une fois, je ne suis pas le seul pour en avoir discuté avec d'autres auteurs. Il y a d'autres qui sont un peu dans mon cas et d'autres au contraire qui aiment bien faire un plan très précis, etc., savoir où ils vont du début à la fin. Moi, je pars à l'aventure. C'est-à-dire, j'ai mon pitch de départ, c'est-à-dire 3 amis qui fracassent le crâne d'un notable, et après j'écris l'histoire, je trouve des personnages, etc. Et dans aucun, je connais la fin. Et surtout en vivant l'histoire comme le lecteur. Oui, c'est-à-dire d'écrire comme ça, je pense que quelque part... parce que moi d'abord, je suis un grand lecteur de polar. Et j'aime bien... et donc j'ai effectivement, je pense, des réactions de lecteur, en fait, quand je n'ai pas réfléchi comme vous le dites là, mais peut-être moi j'ai des réactions de lecteur, c'est-à-dire je me surprends moi-même à prendre des pistes, et quand j'ai pris cette piste, je reviens jamais en arrière. C'est-à-dire j'avance jusqu'à la fin, et la fin, qui évidemment, c'est pas quand on écrit la dernière page que la fin, on trouve la fin. Elle s'impose petit à petit, mais je reviens pas en arrière, et c'est justement jusque quand j'ai terminé que je rends le roman cohérent avec la fin. Et Francis Weber m'a un jour expliqué qu'il écrivait un scénario et qu'à la fin il le jetait parce que tout était évident et il voulait vraiment surprendre le spectateur. C'est la même chose pour le romancier. Oui, après il faut avoir l'énorme courage de jeter un truc. Le roman, c'est venu par hasard chez vous parce qu'un jour, vous avez écrit une histoire à propos de femmes qui avaient beaucoup de problèmes. Oui, c'est mon premier roman qui s'appelle La femme du monstre. Et en fait, je voulais faire un essai, parce que j'avais fait des essais auparavant sur la prison, sur l'Europe de l'Est, etc. Et je voulais faire un essai sur ces femmes qui vivent avec un monstre. Un monstre, c'est un pédophile, un serial violeur, etc. Mais sans savoir que leur mari est un monstre. C'est-à-dire ils ont des enfants, des activités associatives, des crédits, des vacances, etc. C'est un couple ordinaire dont les voisins disent il était hyper sympa, etc. Et le mari s'avère un monstre. Et je voulais raconter ce qui se passait dans la tête de cette femme quand l'immeuble lui tombe sur la tête, qu'elle apprend que son mari est un violeur en série ou un pédophile, etc. Et de cette documentation des femmes que j'ai pu rencontrer à l'époque, plutôt que d'en faire un essai, parce que c'était quand même ça réclamait un investissement énorme, j'en ai fait un roman que j'ai écrit tout seul de mon côté. Je l'ai envoyé à Anne Carrière, que je connaissais, qui est une éditrice.
Et je lui ai dit, Anne, vous voyez, j'ai fait ça et ça. Elle m'a répondu 48 heures après en disant, j'ai adoré, je prends. Et je me souviens, j'ai reçu le texto, j'étais en comité de direction d'M6, à l'époque où j'étais à M6, en 2008. Vous savez, c'est un peu l'histoire de la pub « Au revoir président », de se lever et de dire « Au revoir président ». C'est à ce moment-là que j'ai reçu le texto d'Anne pour faire cette histoire de la femme du monstre. Et c'est vrai que ces femmes-là, ce qu'il y a dans leur tête, c'est assez fascinant, parce que est-ce qu'elles savent, est-ce qu'elles se doutent, est-ce qu'elles préfèrent mettre des œillères plutôt que de savoir, etc. Et c'est vrai que j'en avais rencontré une, alors que son mari avait fait un truc horrible, il avait tué 2 petites filles, etc., les avait violées, enfin pendant une semaine, ça a été horrible. Et elle m'a dit, je l'aime toujours. C'est ça qui est très interpellant, même quand on est journaliste, d'avoir une réaction comme ça, alors que quand on devrait le détester. Et elle dit, je l'aime toujours. Et La femme du monstre a eu le prix des romancières, qui était présidé par Jacqueline Monsigny, qui avait connu un destin un peu initial au vôtre, c'est-à-dire elle était comédienne, elle animait les émissions de Jean Nohain. Un jour, elle a écrit un livre par hasard et elle a fini sa vie en écrivant des livres. Et c'est tellement agréable d'écrire des livres. Franchement, vous savez, moi j'ai écrit des livres au moment où j'étais à Paris Première, où ensuite j'ai été directeur des programmes d'RTL. C'était quand même du boulot, faut pas croire. Et je peux vous dire, j'ai écrit aucune ligne, ni relu aucune ligne au travail. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment aimer ça, aimer écrire, pour consacrer le reste de sa vie, une partie du reste de sa vie, quand on a une famille, etc., à écrire. Si on n'aime pas, il vaut mieux pas y aller, quoi. Et en plus, bon, vous faites partie aujourd'hui des maîtres du polar. Le polar français s'est développé au cours de ces dernières années, ce qui n'était pas évident voici 20 ou 30 ans. Non, c'est vrai. C'est-à-dire, il y avait autant de temps, il y avait quelques noms comme Manchette, Déninx, Simon, si on remonte un peu plus loin, mais c'est vrai que depuis quelques années, il y a une effervescence incroyable. Il y a un nombre d'auteurs, quand on va dans des festivals qui sont consacrés uniquement au polar, il y a pratiquement que des Français, on est une 60aine, enfin on est vraiment très nombreux avec des auteurs de grande qualité. Hein. Et puis maintenant, 4 de vos romans ont déjà été adaptés pour le cinéma ou la télévision, et peut-être ça va être le cas de celui-là, parce que ça aussi c'est quelque chose que vous n'imaginiez pas, Jacques Expert. Non, vous savez, les choses, il faut prendre les choses comme elles arrivent. Oui. Si on les cherche, elles viennent pas. Moi, je sais pas comment dire. Dans ma vie, tous les événements de ma vie, je dis pas que c'est dû au hasard, mais j'étais pas candidat à Paris Première, j'étais pas candidat à RTL. La seule chose pour laquelle j'étais candidat, mais pour laquelle je me suis battu, c'est d'être journaliste. Mais sinon, pour le reste, les choses sont arrivées presque comme ça, naturellement dans la vie. Et je crois pas avoir marché sur quiconque pour y arriver. Je me suis pas dit, un jour, je serai directeur des programmes d'RTL. On m'a appelé, Christopher Muldy m'a appelé, tu dis, le poste est libre, est-ce que tu le veux? C'est comme ça que ça s'est passé. Alors dans ces téléfilms, il y a toujours une particularité qui est liée à un metteur en scène illustre. A surprise takes 10 seconds. Vous avez un point commun avec Alfred Hitchcock. Vous apparaissez à la fin dans le film. Je ne sais pas si vous savez, mais Hitchcock l'a fait au départ pour ses premiers films parce qu'il avait besoin de figurants. Et il n'avait pas d'argent. Et puis petit à petit, la tradition est venue. Et vous la respectez. Voilà, c'est ça. Pourquoi? Un peu par jeu, comme ça. Enfin, c'est vraiment... c'est pas une coquetterie, c'est un peu par jeu. Moi, j'aime bien à chaque fois aller sur le tournage. Et la première fois sur le tournage qui s'appelait Ce soir, je vais tuer assassin de mon fils, Pierre Hacknin, qui était le réalisateur, m'a dit, tiens, tu vas pas être figurant? Donc, je dis OK. Et là, maintenant, c'est devenu une obligation. C'est-à-dire que là, par exemple, sur rien qui a été tourné au mois de septembre, qui s'appelle Le jour de ma mort, là, pour France 2. Et j'ai dit à la productrice, on vend pas si je suis pas figurant. Bon, c'était une façon de parler, donc je suis figurant. J'ai même dans celui-là 2 jours de tournage, le luxe. Donc le luxe. Et en plus j'ai été payé pour la première fois. Et c'est comme ça. Maintenant c'est devenu un peu un truc. Et ce qui est ma particularité, sauf dans le dernier parce que c'est un peu à part, etc. Mais je me mêle aux figurants.
Ils savent pas, je dis à personne, c'est moi qui ai écrit le livre, etc. Je dis rien, donc je me mêle à tout le monde. Dans un, 2 gouttes d'eau, je bois une bière, dans un autre, je téléphone dans un coin. Et jamais je dis, c'est moi, c'est en gros grâce à moi que vous avez du boulot aujourd'hui, je dis rien. Donc j'assiste et le monde des figurants est aussi un monde qui mériterait un polar un jour, parce que c'est un monde clos de gens qui se connaissent, qui se redonnent des plans, etc., qui font leur fameuse 407 heures pour toucher les acédiques, etc. Et ils sont sympas, ils ont aucune envie, enfin ils sont pas envieux par rapport aux comédiens, ils ont leur propre univers, etc. Et c'est moi j'aime bien. En tout cas, attendons la prochaine figuration, parce que je suis sûr que le Grand Est, il y a toutes les caractéristiques pour que ça devienne un téléfilm. Et puis en attendant, je recommande à celles et ceux qui nous écoutent, ils sont de plus en plus nombreux, à lire ce Grand Est chez Kalman Levy. Merci Jacques. Merci, un roman qu'on ne peut pas lâcher du début à la fin. Merci Jacques Expert. Merci à vous et bonne année. Et bonne année aussi. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.